Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 28 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, un épisode hors série, je pourrais dire, puisque ce n'est pas un sportif que j'accueille, mais un préparateur mental. Et le préparateur mental de nombreux champions, c'est Thomas Samut. Salut Thomas, comment tu vas ? Écoute Lucien, bonjour à toi et moi je vais super bien, merci. Super. Eh bien écoute, on va démarrer sans plus attendre cet épisode. Date et lieu de naissance, s'il te plaît. Je suis né le 31 décembre 1973 à Nantes. Alors donc je me suis renseigné un peu sur toi et j'ai vu que petit, t'étais pas vraiment très bon à l'école. Enfin, c'est pas que t'étais pas très bon, mais c'est qu'en fait le système scolaire français ne te correspondait pas. Toi, t'aimais apprendre, mais il fallait qu'il y ait un intérêt, fallait que ça soit utile. Tu t'aimais pas qu'on te dise apprends ça bêtement sans explication. Comment t'as vécu toute cette période-là ? Est-ce que tu t'es senti un peu différent parfois ou incompris ? Ouais, c'est ça, tu as bien résumé la situation, plutôt dit différent, alors que je me posais des questions vraiment basiques, hein, comme tu disais, l'envie de te comprendre avant d'apprendre, enfin, à apprendre par cœur. Et puis, un peu le fait d'avoir mal vécu, entre guillemets, un peu cette période, en tout cas, pas dans le reste de ma vie, je m'éclatais, mais à l'école, j'ai été viré de pas mal d'établissements. Et puis, finalement, j'ai quand même réussi à atteindre le bac. Donc, j'y suis allé en candidat libre. Et puis, bon, au rattrapage, quand les mecs ont vu mon dossier, ils se sont dit bon celui-là on va pas lui donner son bac pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il rentre dans le moule, donc ils m'ont pas donné le bac pour un point. J'avais honte parce que tous les potes l'avaient, moi je me retrouvais un peu sur le carreau, mais en même temps ça m'a permis de réfléchir différemment plutôt que suivre un tracé qui nous tendait les bras. Il a fallu que je choisisse mon tracé et que voilà que je le crée. Ouais, justement, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis. Donc, t'avais pas le bac et j'ai vu que tu avais travaillé à l'usine. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué, que tu avais dit dans un autre podcast. Tu avais dit qu'en fait, à l'usine, tu faisais des gestes répétitifs, mais que en fait, c'était vachement méditatif et que ça t'a permis de faire une introspection, de réfléchir sur toi-même. Alors, je trouvais ça en fait assez fou parce que dans un moment comme ça, tu vois, où t'as pas le bac, tu travailles à l'usine et tout, tu aurais pu un peu sombrer ou déprimer ou te dire mince, ça va pas et tout. Et toi, non, tu trouves quand même du positif dans ce moment-là, en fait. C'est peut-être la différence. Je ne sais pas pourquoi, il y a des personnes face à l'adversité, ça va les rendre naturellement en fait plus fortes, et puis d'autres qui vont s'effondrer. D'ailleurs, je commençais un peu à tomber dans le mauvaise voie. C'est pour ça que voilà, mon père m'a mis au sport pour que j'arrête mes conneries et que je ne devienne pas un délinquant. Voilà, donc c'est aussi des rencontres comme ça dans le sport. La musique aussi m'a sauvé. Et j'étais confronté à une situation qui était délicate, c'est que je me dis, arrête de vouloir changer le monde, parce que c'est pas au monde de changer, c'est à toi de t'adapter dans la meilleure des manières pour t'adapter le mieux possible à ce monde-là. Et puis, comme tu le dis, hein, Lucien, voilà, j'étais manutentionnaire dans une usine, il fallait bien manger, et des gestes répétitifs, je mettais 7 heures par jour, des bouteilles sur un tapis roulant, donc 3 dans chaque dans chaque main, et puis ça y allait. Dès que je finissais un gros conteneur, j'en prenais un autre. Mais franchement, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pris une bonne baffe, mais salutaire, et ça m'a permis de rebondir. Et ben justement, ouais, après, donc, tu vas rebondir notamment grâce au sport. Donc, tu vas pratiquer la natation, puis après, tu vas faire des formations pour entraîner à Lorient, après à Nantes. Et un jour, il y a donc Romain Bardier qui est c'est le président, hein, c'est ça, du cercle des nageurs de Marseille. C'est le manager général du cercle des nageurs de Marseille. Okay. Le manager général, donc il te propose de devenir le préparateur mental du groupe. Et toi, ton objectif, tu arrives en fait avec un concept novateur. C'est d'amener la performance par le bien-être. Ouais. En gros, un sportif pour toi épanoui va être un sportif plus performant. Et concrètement, ça se manifeste comment sur le terrain ? Est-ce que tu fonctionnes de quelle manière ? Je veux dire, tu parles beaucoup avec les sportifs, c'est beaucoup de discussions, tu travailles avec de la visualisation, comment ça se passe ?
La visualisation, ça correspond à allez, 10%, on va dire, mon travail. Le plus gros de mon travail, c'est que la personne, donc l'athlète que j'ai en face de moi, soit le plus épanoui. Donc avec Romain Barnier, on s'est dit, et on avait le même constat, on avait la même envie en fait de porter un regard novateur un peu sur le sport, histoire de le moderniser. Et on s'est dit, bah, plus on allait épanouir, par exemple, un Camille Lacour sur le plan de la personne, plus il y aurait des conséquences bénéfiques sur le plan sportif. Donc voilà, on se creusait le ménage. Moi, ça faisait aussi 20 ans enfin, ouais, une quinzaine d'années que déjà je travaillais soit en formateur en entreprise ou voilà, avec mon passé d'entraîneur, j'ai continué à me poser des questions, je m'étais formé aussi. Donc j'arrivais en fait avec pas mal d'outils et d'atouts en possession justement pour pouvoir proposer quelque chose de concret. Et en fait, le Cercle des nageurs de Marseille, ça a été pour moi un sacré laboratoire parce qu'enfin, je pouvais expérimenter tout ce que j'avais en tête. Et le plus gros du travail, je pense, c'est d'arriver à ce que les sportifs s'aiment. Mais en fait, c'est aussi un gros défi que tu t'es lancé en lançant ce nouveau concept. Parce que dans la vie, on pointe, enfin, tu vas me dire si je me trompe, mais je trouve que dans la vie, en tout cas, on pointe toujours, tu vois, ce qu'on fait de mal et pas forcément ce qu'on fait de Ouais, bien. C'est toujours basé sur des résultats, la comparaison. Enfin, on ne nous met jamais en confiance, je veux dire. Notre confiance ouais. est toujours mise à mal. Et toi, en fait, c'est totalement l'inverse, ton concept. Donc, est-ce que tu as eu des réticences ou des gens qui t'ont dit non, ça marchera pas Quand on a dit aux athlètes, voilà, on allait bosser un peu différemment sur un peu la modernité. De toute façon, ce sont des athlètes qui étaient plutôt dans une optique de changement. Du coup, ils étaient plus intéressés, naturellement intéressés par justement le fait de pouvoir proposer quelque chose. Quand on a associé deux termes qui, sur le papier, paraissent antinomiques, bah, la performance par le bien-être, bah, voilà, je ne vais pas te mentir, on a été la risée du sport en France en disant mais qu'est-ce que le bien-être à avoir dans le sport? Et voilà, ben, on nous a mis des bâtons dans les roues, ça au niveau de la Fédé, parce que justement on sortait du sérail. Et bah, malgré tout ça, voilà, en plus de 10 ans, on a gagné plus de 150 médailles internationales avec 20 nageuses et nageurs différents, ce qui est une première, hein, ça n'a jamais été réalisé ailleurs, on est devenu le premier club du monde. C'est pas pour me la péter hein, que je dis ça, c'est simplement, c'est juste une méthode. Hein. On n'a pas tout inventé, on n'a pas la science infuse. Voilà, je sais très bien que ma méthode ne va pas convenir à tout le monde. En tout cas, voilà, au moins on sort de ce que tu as dit, quoi, le fait de vouloir progresser au travers de nos défauts ou de points à améliorer. Ouais, parce qu'avant, enfin, si on remonte quelques années en arrière, les sportifs, ils étaient vus un peu comme des machines, je vais dire, Ouais, où c'était juste la performance physique. Ça a quand même évolué, ça, mais est-ce que tu penses qu'on légèrement, a. légèrement. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu penses qu'on a encore du travail à faire là-dessus? Un énorme travail à faire là-dessus. Parce qu'il y a une prise de conscience de plus en plus qu'effectivement, l'athlète n'est pas qu'une simple masse musculaire ou un simple physique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans les actes? Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à ce constat. Tu vois, ça fait quand même pas mal d'années que j'encadre les sportifs d'horizons différents. Hein. J'ai fait foot, enfin, on va pas tous les nommer, mais j'ai travaillé dans 20 sports différents quand même, à haut niveau. Je n'ai pas rencontré un seul sportif de haut niveau qui représente la France hein, quand même aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques, qui m'ait dit oh, grâce à ma fédération, j'ai obtenu ça. C'est quand même édifiant, je trouve, en 2021 d'en arriver là. Donc, on va pas se leurrer, on est quand même dans un univers où les institutions ont du mal à évoluer. Elles évoluent beaucoup plus lentement que les mentalités ou que la société. Un exemple, je suis beaucoup plus sollicité au Québec qu'en Suisse qu'en France. Voilà, j'ai pas été sollicité une seule fois par une fédération en France. C'est toujours voilà, les acteurs du sport qui veulent un peu avoir un œil différent qui me sollicitent. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais pas travailler, je serais pas la bonne personne si on me sollicite pour travailler dans une structure qui veut pas avancer. Hmm. Ouais, je comprends. Je vais citer deux grands sportifs que tu as eu. Donc, c'est deux nageurs. Donc, il y a évidemment peut-être le plus connu que tu as eu, Florent Manodou, qui a dit donc, la méthode structurée de Thomas m'a permis de prendre conscience de mes capacités.
J'ai ainsi appris à me connaître, ce qui m'a beaucoup aidé pour devenir performant. Et Mehdi Metella, un autre grand nageur, a dit « C'est dans la tête tout ça, je pense. Tout se joue dans la tête. Je pense que mon préparateur mental est extraordinaire. » Donc voilà, je cite que ces deux-là. Hein, mais j'ai regardé, tous ont vraiment un discours, enfin des propos élogieux sur ton travail et l'impact que ça a eu sur eux. Moi, je voulais te poser une question. Toi, la plus belle des récompenses, est-ce que c'est quand un sportif que tu suis gagne une médaille ou est-ce que c'est plus quand un sportif que tu suis, peu importe le résultat, vient te voir et te dit Thomas, bah là, je me suis éclaté, quoi. J'ai pris énormément de plaisir et je suis heureux. C'est plus ça que tu recherches, toi? Ouais, en fait, pareil, hein, je pars du postulat de base où ça sert à quoi d'avoir en face de soi un athlète qu'on a amené au titre olympique si cet athlète ne s'apprécie pas. Moi, la réussite, à part évidemment sportive, mais à long terme, pour moi, elle n'est pas là. Donc, et c'est ce qui rend les athlètes assez malheureux, parce que même quand ils gagnent la médaille, bah, ça ne va pas les rendre plus heureux qu'ils ne sont, parce que ce n'est pas la bonne quête. Et c'est ça qui est préjudiciable, et c'est un réel problème pour moi sociétal, c'est que, mine de rien, enfin, les conséquences de ce système éducatif nous envoient justement à ce que tu disais, à nous apprécier qu'au travers de nos défauts. Donc je gomme mes défauts, si j'ai moins de défauts, je vais commencer à davantage m'apprécier. Et donc c'est une catastrophe, je trouve. Et que pour répondre à ta question, franchement, ma plus belle réussite, c'est quand je les vois post-carrière apprécier la vie alors à sa juste mesure. C'est que ils ont compris qu'ils avaient cette capacité de rebond en tant que sportifs, c'est qu'ils se prennent des bûches, c'est normal, ils ont connu l'échec, c'est normal, ils ont réussi. Tout ça, à un moment donné, ils ont percuté que la vie d'après, ben, c'était exactement la même chose. Je ne suis pas préparateur mental, c'est des termes, il faut l'utiliser, mais ça ne me parle pas plus que ça. Mais je suis éducateur, on éduque les jeunes, les plus jeunes, à s'aimer, bon sang, à aimer la vie, à s'aimer soi. Quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, surtout, toi, dans une société qui part en cacahuète comme la nôtre, enfin, on va pas se mentir, ça devient du grand n'importe quoi. On peut toujours créer quelque chose d'admirable dans une situation complexe comme celle qu'on vit. Je vais te parler d'autre chose aussi on pourrait dire que ça part un peu en vrille ou au niveau des revenus, tout ça, c'est le foot. Toi, tu as été préparateur mental de l'équipe de Nice, le GC Nice, un club de Ligue 1. Le foot, c'est vraiment un sport particulier. On ne va pas se mentir, il y a énormément d'argent, il y a une pression du résultat indescriptible parce que tout le monde connaît le foot, tout le monde regarde le foot, les supporters ont une attente terrible, les sponsors, les médias, etc. Il y a des égos parfois surdimensionnés. Est-ce que du coup, c'est particulièrement plus compliqué d'œuvrer dans ce sport-là, quoi? C'est assez différent. Pour moi, la problématique aujourd'hui du foot, c'est que c'est un sport qui est en vase clos, qui vraiment est fermé sur lui-même par peur de l'extérieur, par peur d'ouvrir les portes à n'importe qui, entre guillemets, parce qu'évidemment, autour gravitent plein de personnes qui veulent entrer dans ce milieu-là, parce que, comme tu le disais, si justement, il y a énormément d'argent. Quand je suis entré à l'OGC Nice en 2015, je suis resté 4 ans, j'étais vraiment surpris de voir à quel point ce sport-là était en retard. Sauf qu'à Nice, on avait des idées. Et ça, c'est ce que j'appréciais. C'est qu'il n'y avait pas de moyens financiers comme, je sais pas, le PSG, l'OM, Lyon, etc., les grosses structures. Donc, en fait, j'avais une sorte de carte blanche. Et puis, et ça a été génial, hein, cette expérience, parce que là, au moins, tout l'encadrement était OK pour qu'il y ait un préparateur mental qui arrive. Et le staff médical aussi. En fait, c'est eux qui souhaitaient la présence d'une personne ressource sur le plan mental. On a pu tirer notre épingle du jeu, alors que voilà, ce sport a du mal à évoluer, surtout dans les centres de formation. Les centres de formation, le nombre de joueurs qui s'emmerdent. Et ça va être problématique, je pense, pour les années à venir. Ça, c'est juste mon point de vue, c'est purement subjectif. Hein. Forrest Gump. J'en ai plein, j'adore la musique. Je vais quand même dire Radiohead. Allez. Une salade composée.
Ouais, l'Indonésie pour le surf. Beaucoup de surf. La nature, l'environnement, puis la musique, hein, énormément. J'étais en fait le premier vraiment officiel à signer des contrats, à être salarié, donc il n'y en avait pas réellement avant moi. Après, c'est plus des auteurs, des écrivains pour moi, qui étaient des modèles. Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Eh ben, en tout cas, je te remercie, Thomas. C'était très sympa d'accepter de répondre à mes questions et c'est vraiment une belle leçon de vie, ton parcours, je trouve. Voilà, de Ouais. où tu es parti et où tu as réussi à arriver en sortant un peu du moule qu'on nous impose tout le temps. Et voilà, pour ceux qui vont regarder cet épisode, bah, aimez-vous et aimez votre personnalité, aimez tout ce que vous êtes et persévérez Ouais. là-dedans. Et renforcez votre différence. Ce que je dis souvent aux sportifs, c'est votre différence fera la différence à l'arrivée. Super. Merci beaucoup, Thomas. Je te Merci à remercie, toi, hein. Lucien. Je te souhaite une bonne journée et puis bah, à la prochaine, hein, j'espère. Avec plaisir. Merci pour tout ce que tu fais. Salut. Ciao, ciao, Lucien. Meeting, des rencontres, des partages et de la passion. Donc surtout, abonnez-vous.